Il était une fois, dans la ville d'Ibadan, il y avait une femme dont le nom était Bis. Elle était belle, élégante, connue pour sa nature calme, aux yeux de tous, bénie d'avoir épousé l'un des hommes les plus riches de la ville, un magnate nommé Kinla Dedouayi. Selon les apparences, parfaite, un couple de rêve, une demeure au sol de marbre qui reflétait la lumière comme un lac tranquille, des voitures alignées sur l'allée, une complicité affichée à chaque réception, main dans la main, et l'on disait que Bis, ainsi l'appellerons-nous, avait dompté le lion. Ce que personne ne savait, c'est que ces nuits se terminaient en larmes. Le téléphone de Kinla vibrait à des heures étranges. Des numéros inconnus apparaissaient et disparaissaient comme des lucioles indéchiffrables. Et les voyages prétendument dédiés à des réunions d'affaires se concluaient trop souvent par son retour imprégné d'un parfum qui n'était pas le sien. Au début, Bissi tenta de n'y prêter aucune attention. Elle cuisina avec amour, se para de ses plus beaux habits, pria avec l'intensité de quelqu'un qui s'accroche à un fil. Mais plus elle priait, plus Kunli devenait froid, fuyant chaque occasion de rester près d'elle comme si sa présence l'étouffait. Même lorsqu'ils partageaient le même lit, Bissi sentait un désert s'étendre entre leur corps et l'intimité prenait l'allure d'une tâche à expédier, un effort mécanique où elle ne parvenait pas à comprendre ce qu'elle faisait mal. Elle se confia à sa meilleure amie Enosi qui lui souffla que les hommes se lassent vite et qu'un changement de garde-robe, une audace nouvelle, des surprises au lit pourraient réveiller la flamme. Il fallait rappeler à Kinla qu'il avait pour épouse la plus belle femme d'Ibadan. Bissi se promit d'essayer, partit faire les boutiques, acheta des tenues plus vives, choisit d'autres parfums, apprit de nouvelles recettes pour lui plaire, mit tout son cœur à l'ouvrage, mais Kinla rentra ce soir-là, passa devant elle comme si elle n'existait pas, déclara d'un ton bref qu'il avait déjà mangé, traversa le couloir vers sa chambre et laissa derrière lui une table servie pour rien, des heures de cuisine vidées de leur sens. Bissi resta debout, figé, les yeux brûlants, et se demanda qui était la femme tapie derrière sa douleur. Les jours devinrent des semaines et le froid entregagna en épaisseur, glaçant chaque parole, chaque geste. Kinla devint secret avec son téléphone, le glissa sous l'oreiller la nuit, le serra dès qu'il vibrait, transformant un simple objet en trésor interdit. Une nuit, alors qu'il dormait, Bissi essaya de le récupérer, mais il se redressa d'un coup, la toisa d'un regard dur et lui lança une remontrance qui l'affligea comme si le plafond était tombé sur son cœur. Cette nuit-là, elle resta éveillée à fixer l'ombre au plafond, hantée non par l'identité de la personne que par la question du pourquoi. Pourquoi ses prières, ses efforts, ses sacrifices demeuraient-ils invisibles et pourquoi son mari semblait-il la déserter pour un ailleurs qui ne lui laissait aucune place? Un soir, en pliant le linge dans leur chambre, son regard tomba sur un objet incongru dans un tiroir, un tube de lubrifiant entamé. Un frisson la traversa. Car Kinla n'en avait jamais eu besoin avec elle. Alors, pourquoi était-il là et pourquoi paraissait-il utilisé? Bissi ne dormit pas. Ses pensées coururent comme un feu de brousse et une idée surgit, dangereuse, risquée, mais elle avait besoin de réponses et se sentait prête à tout pour les obtenir. Au matin, après le départ de Kinla pour le bureau, elle se glissa jusqu'au tiroir, prit le tube, se rendit à la cuisine, se saisit d'une huile pimentée réservée au pepper soup. Une huile capable d'embraser la langue, mais là, sa rage alimentait sa détermination. Elle altéra le contenu avant de refermer, remit le tube à sa place et attendit, le visage dur comme la pierre, que le sort se révèle. Les jours passèrent sans rien d'évident. Kinla se déplaçait comme à l'ordinaire, lui effleurait la joue d'un baiser avant de se coucher, souriait en pianotant des réponses sur son écran et la patience de Bissi se fissurait, car elle devinait avec qui il échangeait et se regardait parfois comme une naïve qui refusait de voir l'orage. Puis la nuit vint, celle que Bissi sentit jusque dans ses os. Kinla rentra d'une autre réunion, les yeux rougis, se hâta jusqu'à la salle de bain, quelques minutes plus tard, un cri perça le silence du manoir, un cri sans tenue forgé de douleur brute. La porte s'ouvrit à la volée. Kinla apparut, ployé, l'agonie sur le visage, s'effondra sur le marbre, haletant, se tordant comme un homme possédé tandis que Bissi s'élançait vers lui, l'angoisse peinte au visage mais le cœur cognant d'une certitude terrible. Son téléphone glissa de sa poche, resta déverrouillé et ce que Bissi y lui faillit la faire chanceler. Une litanie de messages d'un numéro inconnu qui répétait une plainte, une souffrance brûlante, et le sol sembla se dérober. Le grand Kinla Dedouayi, celui qui levait les mains à l'église, la trompait de la pire des façons et si elle comprenait ce qu'il avait fait, elle ignorait toujours avec qui il l'avait fait. Bissi,
médecin de profession, insista pour des examens, jouant l'innocente quant à la cause et, face à la douleur, Quint céda. Les analyses tombèrent comme un verdict, une infection sexuellement transmissible, incurable. Et le cœur de Bissy se comprima. Son regard se fixa sur un point qui se dissolvait tandis que le visage de Quint blanchissait, qu'une sueur froide perlait sur ses tempes, qu'il tournait en rond, condamné dans une cellule sans fenêtre. Cette nuit-là, Bissy fit semblant de dormir, mais, depuis le balcon, elle perçut sa voix basse qui enflait de colère, l'entendit accuser une personne au bout du fil de l'avoir détruit, de l'avoir infecté, le poing heurtant le mur. Et une peur glacée parcourut l'échine de Bissy. Car la violence des mots révélait une vérité qu'il se refusait à admettre devant elle. Les journées suivantes furent un cauchemar cousu d'absence et de mensonges. Bissy ressassa tout, confronta Quint qui nia toute liaison avec une autre femme, la regarda droit dans les yeux en étouffant la réalité sous un déni obstiné et chaque détail prit sens. Les réunions, les retours tardifs, les appels manqués, les parfums étrangers. Mais quelque chose ne collait pas encore. Un morceau manquait au puzzle. Elle fouilla ses affaires, chercha un indice, ne trouva rien de probant. Et la colère se tendit comme un arc dans sa poitrine. Elle appela pour trouver un appui, mais ses appels restèrent sans réponse. Ses messages au groupe d'amis ne furent jamais lus. Puis Bissy découvrit, avec stupeur, qu'Enosy avait quitté la conversation commune sans prévenir. Elle resta là, le téléphone en main, le souffle court, se demandant pourquoi sa sœur de cœur, son amie de 15 ans, la femme qui connaissait jusqu'au pli de sa voix, s'était éloignée sans un mot au moment où son univers s'effondrait. Les jours devinrent des semaines, le silence d'Enosy se fit coupant. Les appels furent bloqués, les messages cessèrent de passer et chaque tentative pour se présenter à sa maison fut rejetée par des gardiens au regard fermé qui répétaient que madame ne souhaitait pas la recevoir. Bissy ne comprenait pas, sentait une tension opaque remplir l'air, une étrangeté qui ne s'expliquait pas et ce n'était pas la blessure seule de son mariage qui saignait. C'était la perte d'une amitié qui se dérobait sans explication. Elle tenta d'appeler le mari d'Enosy et Méa pour comprendre, mais la réponse fut cinglante, « Ne t'approche plus ». Et à cet instant, Bissy sut qu'il s'était passé quelque chose de plus grave, que le cercle se refermait autour d'elle. Pourtant, ce qui blessait le plus, c'était le mutisme d'Enosy, elle qui autrefois devinait ses pensées et qui désormais se taisait comme si Bissy n'avait jamais existé. Et l'idée, aussi insupportable qu'inévitable, germa, que peut-être Enosy n'était pas étrangère au naufrage. Le soupçon se resserra autour de sa gorge comme un étau pendant que Quint devenait plus nerveux, marchait de long en large dans la maison, s'emportait contre le personnel, évitant Bissell un malheur à conjurer. Et les chuchotements nocturnes reprenaient entre rage et supplication au bout du fil d'un téléphone qu'il gardait comme un talisman. Une soirée, Bissy, incapable d'absorber davantage de mensonges, affronta de nouveau Quint, demanda qui était cette femme, prononça le nom d'Enosy et vit Quint tressaillir d'un geste presque imperceptible avant de se ressaisir, de fulminer qu'il n'y avait personne, d'exiger qu'elle cesse ses accusations sans fondement. Et ces mots lacérèrent la poitrine de Bissy comme une lame. Elle sut qu'il n'avouerait jamais, décida qu'elle découvrirait la vérité seule, même si c'était la dernière chose qu'elle faisait. Et c'est ainsi que la première partie de son calvaire trouva son point de non-retour au croisement de la trahison, du silence des proches et d'un secret dont l'ombre s'allongeait sur chaque pièce de la maison. Le lendemain de cette nuit de fureur rentrée, Bissy décida d'avancer sans bruit et avec méthode, car le déni de Quint et la froideur implacable qui avait envahi la maison ne lui laissaient plus d'autre choix que la lucidité. Elle fouilla la voiture en s'en tenant à l'essentiel, retira les tapis, redressa les dossiers, passa la main sous le siège conducteur et ses doigts effleurèrent un papier plié, une facture d'hôtel au nom de Quint Ladédoyer avec une date bien précise qui correspondait à un soi-disant déplacement d'affaires à Lagos. Le souffle de Bissy se coupa une seconde. Puis elle remit chaque chose à sa place avec le soin de quelqu'un qui ne veut pas laisser la moindre trace de son passage. Dans l'instant qui suivit, elle sut qu'elle n'attendrait plus de confession qui ne viendrait jamais. Elle choisit la patience active, installa un dispositif de géolocalisation dans le véhicule en veillant à masquer le boîtier derrière un panneau, vérifia le signal sur son téléphone et revint au rôle de l'épouse paisible. Celle qui sourit, tend l'assiette, remercie le personnel, serre les lèvres quand la porte se referme sur des retards qui sentent la nuit. Le même soir, Quint l'appela pour annoncer qu'une réunion tardive l'obligeait à dormir au bureau et Bissy le félicita pour son ardeur au travail avec cette voix posée qui lui servait de bouclier,
puis raccrocha et s'assit au bord du lit, l'écran allumé, fixant le point lumineux qui représentait la voiture glissant à travers les rues d'Ibadan. La piste s'écarta des restaurants et des stations familières, puis se faufila vers un établissement luxueux, le même nom que celui imprimé sur la facture. Un hôtel dont la façade de verre reflétait les couchers de soleil et les illusions des couples qui veulent oublier la ville. Bissy sentit la brûlure de la trahison lui remonter le long du cou, prit ses clés avec des gestes sûrs et conduisit jusqu'au parking où elle resta immobile un moment à regarder l'alignement des véhicules comme on scrute une scène figée dans le temps. Elle reconnut la berline de Quinl, puis serra le volant quand elle distingua une autre voiture, celle d'Enosi, la meilleure amie devenue mur de silence. Une lame glacée traversa la poitrine de Bissy et ses yeux se brouillèrent de larmes qu'elle refusa de laisser tomber. Elle entra dans le hall, s'approcha de la réception avec l'assurance calme des médecins pressés, présenta sa carte professionnelle, expliqua d'une voix douce qu'elle organisait une surprise d'anniversaire et qu'il ne fallait surtout pas prévenir le principal intéressé. Et la réceptionniste, charmée par les détails qu'elle croyait romanesques, lui nota un numéro, la fameuse chambre, 3 étages plus haut. Dans l'ascenseur, Bissy sentit chaque battement de son cœur compter les secondes, puis elle s'arrêta devant la porte, colla l'oreille, perçut des voix étouffées qui n'avaient ni la musique ni la texture de la voix d'Enosi, et aussitôt un autre fil se tissa dans le labyrinthe de ses soupçons. Elle colla son front contre le chambranle, écouta les phrases se former derrière le bois, identifia clairement la voix d'Emeka, le mari d'Enosi, et tout se mit à tourner avec une lenteur inexorable. Car ce n'était ni une femme ni une inconnue qui attendait Quinl à l'abri des regards, mais un homme, un proche, celui qui avait déjà ramené à Bissy des réponses sèches et des menaces voilées quand elle cherchait simplement une explication à la désertion de son ami. Emeka parlait d'évitement, d'un rendez-vous repoussé, d'un délai qu'on lui imposait et il se vantait avec une froideur tranquille d'avoir convaincu Enosi que Bissy franchissait une limite dans son propre mariage, d'avoir planté dans l'esprit de son épouse la graine du soupçon pour que l'amitié s'éteigne d'elle-même et pour que personne ne regarde du côté où la honte se tenait entre 2 hommes qui se cachaient derrière une façade parfaite. Bissy recula, le souffle court, se sentit près de défaillir, puis se redressa parce que la vérité, même quand elle mord, finit par donner des jambes. Elle redescendit, traversa le hall à grandes enjambées, aperçut encore la voiture d'Enosi, comprit qu'elle n'était pas là à cet étage mais ailleurs et qu'elle avait été trahie depuis des semaines par un mensonge patiemment ciselé par celui qu'elle croyait son pilier. En reprenant la route, Bissy se tint au volant comme on tient une barque au milieu d'un courant qui veut la retourner. Se répéta que l'ordre viendrait après l'orage et que la prochaine étape ne serait plus de supplier des aveux mais de mettre le mensonge à nu au grand jour. Elle resta pourtant silencieuse en rentrant, afficha une normalité presque immobile, rangea quelques effets, garda au fond d'elle l'ardeur froide qui précède la décision. Au matin, elle quitta la maison sans claquer la porte, simple disparition qui fit trembler le récit parfait de Quinl. L'homme, découvrant les pièces vides et le lit défait, diffusa sa version comme on répand une fumée, expliquant aux uns et aux autres que sa femme avait fui avec un autre, que le cœur volage avait brisé le foyer. Et la ville se chargea du reste, s'apitoyant sur le mari si digne, accusant Bissy d'infidélité, reprenant à l'unisson la fable qui épargnait la surface des réputations, apprenant par bribes la nouvelle, se joignant au cœur, répétant que Bissy avait tenté d'entrer dans son couple, renforçant l'idée qu'elle l'avait coupé comme on retranche une mauvaise habitude, louant la loyauté d'Emeka comme un trophée que l'on brandit au-dessus d'une foule. Bissy encaissa de loin sans contre-attaque immédiate, se concentra sur la stratégie car elle avait compris, au prix du sang, que la parole contredit rarement le mensonge quand le mensonge porte un masque de respectabilité. Elle monta un plan simple, non pour humilier mais pour établir une vérité impossible à piétiner. Elle envoya à Enosi une image calculée, une silhouette d'elle-même en compagnie d'un homme entrant dans un autre hôtel, assorti d'un numéro de chambre. Sachant que seule une promesse d'indignation attirerait son ancienne amie hors du silence. Elle réserva la pièce, attendit à leur rendez-vous convenu, un verre intact posé devant elle, et quand la porte s'ouvrit avec la violence d'une accusation, Bissy leva les yeux, laissa Enosi chercher une scène de scandale qui n'existait pas, puis fit glisser l'écran de son téléphone pour révéler l'origine du message, montrant à son ami que le piège n'avait d'autre but que de la faire venir. Une bouffée de colère monta dans la gorge d'Enosi, qui s'accrocha un instant à la version qu'elle avait protégée de la vérité. Mais Bissy, avec cette clarté dure qui annule les détours, sortit une autre preuve, une capture du parking et du couloir, un plan, un enregistrement de l'accueil notant le passage d'Emeka avec un invité.
Autant de pièces qui, ensemble, formaient un tableau qu'aucune rumeur ne pouvait repeindre. Bissy mena alors son ami jusqu'à la chambre voisine, non pas pour la battre, mais pour lui ouvrir les yeux. Et devant la porte, le silence à l'intérieur surpris comme une marée qui se retire trop vite. Un pas hésitant se fit entendre, puis la poignée tourna et la scène s'ouvrit comme un rideau maladroit, révélant Emeka qui cherchait des mots derrière un visage d'effroi. Et plus loin, sur le lit des faits, Kain, rouge de trouble, le souffle court, le regard fuyant, surpris non par l'éruption, mais par la collision soudaine du mensonge et du réel. Le couloir sembla retenir l'air. Enosi s'agrippa au chambranle, chancela, chercha à assembler dans son esprit toutes les versions qui s'étaient entrechoquées, la sienne, celle d'Emeka, la rumeur de la ville. Et d'un coup, tout céda en elle comme un plafond fracassé. Bissy n'ajouta pas un mot de trop. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix car le tableau parlait plus haut que toutes les déclarations. Et il disait, avec une cruauté, que la trahison n'avait pas pris la forme qu'on avait voulu lui donner, qu'elle n'était pas une intrigue commise par la femme qu'on avait désignée, mais une alliance cachée entre deux hommes qui s'étaient servis d'elle comme d'un écran et d'une alibi. Kain tenta de remettre debout des fragments de dignité et Emeka tendit une main vers Enosi comme montant une branche à quelqu'un qui coule. Mais rien ne pouvait plus étouffer le fracas, et, sur le tapis feutré, on entendit seulement le bruit des illusions qui s'effondrent. Dans le regard d'Enosi, en quelques secondes, l'orgueil blessé devint incrédulité, puis chagrin, puis une honte qui mordait plus fort que la rage, et Bissy comprit qu'à partir de cet instant, plus personne ne pourrait plaider l'ignorance. Elle laissa l'image s'imprimer dans les esprits comme une preuve que personne ne pourrait plus nier. Et dans ce couloir suspendu entre scandale et vérité, nue et sans vernis, se dressa enfin au milieu d'eux, irrévocable et froide. Bissy ne resta pas dans le couloir plus longtemps que nécessaire car la scène avait suffi à clore ce chapitre et elle sentit en elle la netteté d'une décision enfin prise. Elle s'avança d'un pas mesuré, regarda Kain sans hausser la voix et lui signifia que la suite se ferait par voie légale, que le temps des supplications feintes et des discours retournés était terminé et que son avocat prendrait en charge la dissolution du mariage. Emeka tentait déjà de recomposer la situation auprès d'Enosi, murmurant des demi-explications qui ne tenaient sur rien tandis que Kain cherchait à redresser son buste comme si une posture pouvait raccommoder une vérité mise à nu. Bissy ne se laissa pas happer par ses mouvements, sortit de la chambre, laissa derrière elle l'odeur d'un mensonge à bout de souffle et descendit vers le hall avec la sensation d'ôter enfin un vêtement mouillé et trop lourd. La rumeur, cette compagne capricieuse de la ville, se retourna sur elle-même quand les preuves se frayèrent un chemin, car il y a quelque chose d'inflexible dans un récit qui se soutient de faits et de cohérence, et la splendeur vernie de Kain commença à se fissurer. Les conversations dans lesquelles on plaignait la grandeur humiliée du mari glissèrent vers des interrogations, puis des certitudes, puis des détournements de regard, car les amis de la veille savent très vite se faire petits quand le masque tombe. Les partenaires qui avaient bâti des affaires avec Emeka regardèrent du côté des documents et des cautions familiales et la famille d'Enosi, jusque-là soutien silencieux, retira ses financements à Emeka avec la sécheresse d'une décision qui ne souffre aucune discussion, mettant fin à des contrats qui paraissaient hier encore intouchables. La nouvelle coula dans la ville comme une pluie fine et tenace et bientôt les agendas où figuraient les noms de Kain et d'Emeka se vidèrent d'invitations. Enosi, elle, se retira des réceptions, se fit rare dans les événements où l'on feignait de ne pas voir les regards et le silence qu'elle avait entouré revint sous une forme plus lourde, non plus celle du dédain, mais celle de la honte d'avoir participé à un mensonge qui avait coûté l'amitié la plus précieuse. Bissy, de son côté, n'investit pas son énergie dans la vengeance, car elle savait que la plus sûre des réponses serait une vie reprise en main. Elle déménagea pour un lieu qu'elle avait choisi pour sa lumière, rangea sa nouvelle maison avec une précision qui tenait autant du soin que du rituel, fit de la table de la salle à manger un espace où l'on corrige des articles, où l'on prépare des présentations, où l'on répond à des patients avec une écoute dénuée de hâte. Son hôpital remarqua bien vite la stabilité retrouvée dans ses gestes, l'autorité naturelle de sa voix quand elle expliquait un protocole, l'attention qu'elle savait donner sans s'y dissoudre et sa carrière prit l'élan d'une trajectoire qu'elle avait un jour imaginée avant que la façade du mariage ne devienne sa cage. On mentionna son nom pour des responsabilités nouvelles. On la sollicita pour des conférences où la rigueur médicale rencontrait la clarté du langage et sa réputation se détacha de l'étiquette étroite qu'il avait longtemps définie par les peaux auxquelles on l'attachait. Elle n'était plus la femme de Kain Ladédoyi, elle était Bissy, médecin, chercheuse, voix posée qui porte sur les épaules l'élégance de quelqu'un qui s'est relevé sans éclat inutile.
Les semaines dessinèrent une saison, puis les saisons devinrent un tour complet du calendrier. Et la maison de Bissy se remplit d'objets dont la présence n'avait besoin ni de demande ni d'autorisation, des plantes qui prospéraient, des livres qui s'ouvraient au milieu de la table basse, des souvenirs précis d'un chemin reconstruit par des choix alignés avec elle-même. Parfois, en fin de journée, son regard tombait sur le portrait de mariage qu'elle n'avait pas détruit parce que l'effacé n'aurait pas ôté sa part de blessure et elle sentit que le meilleur dernier mot serait un sourire. Elle resta là, face à l'image de la jeune femme en robe blanche qui tenait le bras d'un homme tout entier consacré à une mise en scène, et elle sut que cette figure s'était éteinte le jour où elle avait versé l'huile pimentée dans les mensonges de son mari. Non comme une apologie de la colère, mais comme l'acte qui avait fait remonter à la surface la matière même du mensonge, permettant à la vérité de se montrer sous un éclat douloureux et libérateur. La ville continua de parler car la ville ne fait que cela, mais Bissy cessa de tendre l'oreille. Elle se contenta d'avancer au rythme des matinées calmes, des consultations menées avec précision, des décisions administratives auxquelles elle joignait la fermeté tranquille d'une femme qui sait se tenir droite. Parfois, on croisait Quinle dans un hall où il n'était plus entouré comme avant et son ombre semblait plus grande que lui, comme si l'espace autour rappelait silencieusement que le prestige ne survit pas aux fondations rongées. Parfois, on apprenait qu'Emeka cherchait à redresser ses affaires et que l'ancienne assurance lui revenait en façade quand il se croyait hors de vue, mais que ses dossiers butaient sur des refus polis qui disaient la mémoire longue des bailleurs. Enosi, après avoir tenté de composer avec le vacarme des jugements, se concentra sur l'essentiel, reconstruisant discrètement ce qui pouvait l'être. Et dans cette reconstruction, il y avait le renoncement à l'idée que l'on peut toujours revenir en arrière. Elle adressa un message simple à Bissy, non pour forcer une issue, mais pour reconnaître ce qui s'était passé, pour dire la peine d'avoir été emportée par un récit taillé contre celle qu'elle avait aimée comme une sœur. Bissy répondit par une formule brève, choisissant des mots qui tenaient ensemble le pardon et la limite, affirmant la paix qu'elle souhaitait à chacun tout en maintenant la frontière nécessaire que le passé avait rendue irréductible. Lorsque la procédure du divorce toucha à sa fin, Bissy ne ressentit ni triomphe ni vacuité, seulement la sensation d'un chapitre bien scellé comme une incision refermée par des sutures solides. Les documents signés glissèrent dans un dossier que l'on rangea sans cérémonie sur une étagère et la vie continua, droite, sans fil souterrain qui appelle les heures et fait de l'avenir un couloir étroit. Un soir, après une longue journée de travail et une réunion où elle avait présenté des résultats applaudis pour leur clarté, Bissy rentra chez elle, posa doucement ses clés dans un bol, s'arrêta dans le salon et la lumière du couchant toucha le verre du cadre posé sur l'étagère. Elle approcha, regarda de nouveau ce portrait ancien et un sourire assis se dessina, sans amertume, sans excès, un sourire de victoire tranquille. Elle avait compris que la leçon ne se mesure pas à l'ampleur des pertes, mais à ce que l'on choisit d'en faire, que les cicatrices ne sont pas des balafres à cacher, mais des lignes de force qui orientent la suite. La trahison était souvent venue vers elle sous des visages connus, avec les gestes ordinaires de la familiarité et le fil de sa vie aurait pu se nouer sur la colère ou la vengeance, mais elle avait choisi la route étroite du courage, celle qui traverse la douleur en regardant devant. Elle sut que la liberté n'avait pas été donnée par la chute de ce qu'il avait menti, mais par l'acte de dire non au mensonge, non à la posture, oui à sa valeur propre, et que sa dignité s'était tenue à ses côtés tout du long, même lorsqu'elle croyait l'avoir perdue. Elle se retourna, éteignit la lampe et la maison respira avec elle, vaste et simple. Le lendemain, la journée reprit avec ses obligations et ses joies. Et chaque fois que, dans un couloir, un souvenir se glissait à la faveur d'une odeur ou d'une voix, Bissy laissait passer ce murmure comme on laisse passer un vent. Bref, parce que l'histoire qui la définissait désormais ne se réduisait plus à l'épouse délaissée ou à l'amie trahi, mais à la femme relevée, à la professionnelle reconnue, à l'être humain debout. Et lorsqu'elle croisait encore ce vieux portrait, elle souriait, non de tristesse, mais de triomphe. Car la femme en robe blanche était morte le jour où elle avait versé l'huile pimentée dans les mensonges de son mari. Et de cette mort symbolique était née une femme nouvelle, libre de choisir, libre d'avancer, libre de tenir sa tête haute sans demander la permission à personne. La leçon, à la fin, se tenait entière devant elle et elle la formula pour elle-même comme un talisman à garder près du cœur. La trahison s'habille souvent de visages familiers. La vérité trouve toujours son passage. La confiance aveugle sans discernement peut défaire des années d'amour et d'amitié tandis que le courage d'affronter la réalité, même lorsqu'elle blesse, ouvre la porte de la liberté.
Sa douleur avait gravé en elle l'idée qu'aucun amour reçu ni retiré ne saurait peser plus lourd que sa valeur et que l'avenir se bâtit avec les mains de la dignité. Ainsi, Bissy continua, tenant son regard droit vers la ligne claire de ce qui venait. Et la ville, avec ses rumeurs et ses éclats, finit par n'être qu'un bruit de fond face à la musique stable de sa vie retrouvée. Si cette histoire t'a touché, partage-la autour de toi pour que d'autres découvrent le courage de Bissy et la force du pardon. Laisse un commentaire pour dire ce que tu en penses. Quelle partie t'a le plus marqué? Quelle leçon en retiens-tu? Abonne-toi à la page pour ne rien manquer des prochaines histoires pleines d'émotions, de trahison, d'amour et de renaissance. Et surtout, n'oublie jamais, ta dignité et ta paix intérieure valent plus que n'importe quelle apparence.